À chacun et à tous, bonsoir. D'abord, Premier ministre sous le président Alassane Dramane Ouattara, il a été par la suite président de l'Assemblée nationale. Avant la fin de sa mandature, il démissionne et prend ce qu'on peut appeler un congé politique. Il voyage par la suite en Espagne où il dit avoir raté une arrestation. Lui, c'est bien Guillaume Soro. Il a annoncé désormais sa candidature pour la présidentielle de 2020, après les 2 mandats constitutionnels de son ancien allié, Alassane Dramane Ouattara, actuel président de Côte d'Ivoire, qui n'exclut pas lui non plus un 3e mandat à cause de la relecture de la constitution du pays. La question lui a été posée par nos confrères de France 24 et de RFI. Guillaume Soro répond à la question: est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle de 2020 dans votre pays? Longtemps, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. C'est décidé, je suis candidat pour 2020. Alors cette annonce, en fait, vous l'avez faite déjà il y a quelques jours. Oui. C'était en Espagne devant vos partisans, vos compatriotes ivoiriens d'Espagne. Et c'est dans ce même pays, il y a quelques jours aussi, que vous dites avoir été victime d'une tentative, d'une mystérieuse tentative d'arrestation dans un grand hôtel de Barcelone. Oui. Vous avez laissé entendre que derrière tout cela, il y avait le pouvoir ivoirien. Celui-ci dément catégoriquement. Est-ce que vous ne jouez pas un peu au martyr? Ai-je besoin de jouer au martyr? L'hôtel dans lequel j'ai logé existe. Il s'appelle El Palace de Barcelone. Les faits que j'ai évoqués, d'ailleurs, le communiqué du gouvernement ne dément pas la survenance des faits, simplement essaie de se dédouaner. J'ai décidé, pour la clarté des choses, de laisser la justice espagnole, qui est insoupçonnée, faire son travail. Mais qui est derrière? Justement, la justice espagnole le dira. Parce qu'on ne comprend pas tout. La police est intervenue au milieu de la nuit. À 4 h du matin, entre 3 h et 4 h du matin. Soi-disant pour vous arrêter, et finalement, il vous a laissé tranquille. Écoutez, je dis une fois de plus, l'hôtel où j'ai résidé, où les faits se sont déroulés, existe. Le directeur de l'hôtel m'a adressé des excuses. La justice espagnole est saisie. Laissons la justice faire son travail. Je ne veux pas anticiper sur ce que dira la justice. Mais voyez-vous, quand on a été à des responsabilités comme je les ai assumées dans mon pays, on ne prend pas de risque avec ce genre de choses. Alors, le président Alassane Ouattara a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'empêcherait personne d'être candidat. Mais est-ce que vous ne craignez pas, à votre retour, sans doute prochain en Côte d'Ivoire, d'être inquiété par la justice et de ne pas pouvoir vous présenter à cette élection? Je ne vois absolument pas de raison pour que la justice m'empêche d'être candidat. Je vous ai dit, pour moi, c'est décidé. Il reste maintenant en harmonie avec l'ensemble des Ivoiriens que cette déclaration soit solennelle et officielle en terre de Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, pour être président de la République d'un pays, c'est la rencontre entre un peuple et un homme. Vous rentrez quand? Je serai déjà en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Au Burkina Faso, au procès du putsch manqué de septembre 2015, c'est notamment sur la base d'écoutes téléphoniques que Djibril Bassolé, votre ami Bassolé, tout à fait, vient d'être condamné. Et comme beaucoup ont reconnu aussi votre voix dans ces écoutes téléphoniques, est-ce que vous ne craignez pas d'être poursuivi de votre côté, qui sait, par la justice ivoirienne? Par la justice burkinabé ou la justice ivoirienne? Ivoirienne. À quel motif? Alors burkinabé. Par la justice burkinabé? Écoutez, pour vous rafraîchir la mémoire, sachez que en 2016, j'ai été l'objet, n'est-ce pas, d'un mandat d'arrêt international, qui a été abandonné, et que d'ailleurs Interpol avait totalement discrédité. Donc je ne vois plus de raison d'être inquiété par quelque justice que ce soit. Alors, Guillaume Soro, vous avez un passé sulfureux, sans remonter jusqu'au coup de force de septembre 2002, et en plus de cette affaire des écoutes, on pense évidemment à l'assassinat de votre ancien frère d'armes, Ibé. C'était en avril 2011. À l'époque, vous étiez le Premier ministre et le ministre de la Défense d'Alassane Ouattara. Oui.
On pense à cette découverte d'une cache d'armes chez votre directeur du protocole à Bouaké. C'était en pleine mutinerie en mai 2017. Oui. Est-ce que vous n'allez pas traîner ces deux affaires comme des boulets à votre pied? Écoutez, d'abord, en ce qui concerne la mort de M. Koulibaly Ibrahim, Ibé, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Mais vous étiez Premier ministre, oui, ministre de la Défense. Premier ministre, donc vous pouvez quand même concéder que je n'avais pas de pistolet sur moi. Non, mais vous auriez pu être le commanditaire. Vous auriez pu être le commanditaire. Ah, vous m'accusez? Non, je mets au conditionnel. Ah ouais, donc si c'est au conditionnel, permettez-moi de dire avec la vérité sur les faits et l'exactitude matérielle des faits. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire quand Ibé a été tué. On est d'accord. Donc je ne pouvais pas avoir tenu le pistolet. Pour le reste, la justice de Côte d'Ivoire donc a du travail à faire. Donc la vérité dans la main, n'est-ce pas, de la justice. Et pour la mutinerie et la découverte de cette cache d'armes chez votre directeur de protocole? Là aussi, mon directeur de protocole a été en prison. Il a été par la suite libéré. Donc je ne vois pas en quoi cela me concernerait. Donc vous êtes blanchi pour vous là. Enfin, celui chez qui on a trouvé les armes est allé en prison. Il a recouvré la liberté. Pourquoi M. Christophe voudrait que je sois incriminé? Alors, donc vous êtes désormais candidat, vous lancez donc ce nouveau mouvement, mais aux dernières élections locales, vos partisans ont été battus. On sait qu'il y a une sorte d'hégémonie des trois principaux partis en Côte d'Ivoire ces dernières décennies. Est-ce que ce n'est pas une candidature presque suicidaire? Parce que ça paraît presque impossible. Alors, moi, d'abord, une élection locale, ce n'est pas la présidentielle. Mettons-nous d'accord. Je voulais faire cette précision. Donc, la présidentielle, j'irai, comme je vous l'ai dit, avec, n'est-ce pas, le soutien du peuple de Côte d'Ivoire. Et je réaffirme ici que c'est au peuple et au seul peuple de Côte d'Ivoire de décider qui il désignera, il élira pour présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Nous venons de lancer notre mouvement. Déjà, pour les premiers jours du lancement de ce mouvement que j'ai fait à Valence, nous sommes à plus de 7000 adhérents déjà en ligne. Je n'ai pas encore dit sur le terrain, mais nous pensons que c'est un mouvement qui va marcher. Et je veux vous préciser, M. Christophe, à vous, que quand M. Macron, ici en France, lançait En Marche, toute la classe politique était unanime qu'il ne serait jamais président élu. Donc vous espérez être le Macron ivoirien? Non, je n'espère rien du tout. J'espère être le Guillaume Soro de Côte d'Ivoire, élu président en 2020. Alors pour ça, il faut que les élections soient libres et transparentes. Est-ce que vous pensez qu'elles le seront? Alors, malheureusement, j'ai le sentiment que les premiers pas, parce que vous savez qu'une élection présidentielle, c'est tout un processus. La semaine dernière, avec la mise en place de la commission électorale indépendante, j'ai des craintes. J'ai des craintes pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire. Permettez-moi de paraphraser, j'ai envie de paraphraser le président Chirac, paix à son âme. Tout le monde sait que cette commission électorale indépendante est stipendiée et aux ordres. Tout le monde sait que cette commission électorale indépendante va brûler la Côte d'Ivoire. Et tous, vous faites semblant de ne pas voir. Vous regardez ailleurs. Brûler, c'est quoi? C'est la guerre civile? Non, c'est l'instabilité. Vous savez qu'en Afrique, généralement, les guerres, l'instabilité partent des processus électoraux mal maîtrisés ou organisés. Alors, donc, ce serait dommage que je ne tire pas, n'est-ce pas, la sonnette d'alarme. Et celui qui vous parle ce sont les propos, les paroles de quelqu'un qui a organisé une élection en Côte d'Ivoire. Voilà. Guillaume Soro, vous avez été longtemps le plus proche allié d'Alassane Ouattara. Et il y a encore 9 mois, vous l'avez entendu, le président de la Côte d'Ivoire. Il a dit « Guillaume Soro, pour moi, c'est toujours un de mes fils. Et je n'exclus pas son retour à la maison. » Alors, est-ce que la rupture est vraiment consommée? Écoutez, au plan politique, je pense que la rupture est consommée, puisque j'ai lancé mon mouvement. Ce mouvement va à la conquête du pouvoir d'État, mais je dois vous dire qu'au plan personnel et humain, je continue à garder beaucoup de respect
pour le président Ouattara. Vous vous parlez toujours? Je dois avouer, pour être honnête avec vous, qu'il y a bien un moment que nous ne nous sommes pas parlé directement, mais il existe des passerelles. Alors, est-ce que la vraie raison de cette rupture politique, hein, non pas affective, oui, politique, oui, n'est pas qu'il vous aurait promis de lui succéder et qu'il n'a pas tenu promesse? Vous savez, en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, il vous l'avait faite? Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Moi, j'ai décidé de prendre mon destin en main. J'ai décidé de m'assumer. J'ai 47 ans et je pense que désormais, je ferai cavalier. Seul. Voilà, seul. Sur ce plateau, Alphonse Moïse Soudé, vous avez suivi Guillaume Soro, prochain président de la République de Côte d'Ivoire, après tous ces événements dans ce pays. Je crois que l'annonce de Guillaume Soro ne devrait pas, a priori, surprendre beaucoup de personnes. Connaissant au départ les relations qui existaient entre Soro et Ouattara, Guillaume Soro, en tant que rebelle, a joué un grand rôle dans l'avènement de Ouattara au pouvoir. Donc, les analystes politiques ivoiriens vous diront, dans l'ordre normal des choses, Ouattara devrait passer la main à Guillaume Soro. Parce qu'au niveau des trois grands partis qui dirigent la Côte d'Ivoire, à savoir le PDCI, le RDA et le FPI, oui. Vous savez très bien qu'au niveau du PDCI, il n'y a pas unanimité autour d'un candidat. Au niveau du FPI, on semble bénéficier du retour de Simone Gbagbo. Au niveau du RDA, Ouattara n'a pas encore décidé de qui sera son successeur. Donc, il n'exclut pas non plus une candidature pour 2020. Non, Soro a dit que Ouattara fait partie du passé. Vous savez... c'est lui qui le dit. Soro, en tant qu'ancien rebelle, pour que Ouattara puisse avoir le pouvoir, il y a eu des accords. Guillaume Soro parle avec certitude. Il a aussi dit que les accords politiques n'engagent que ceux qui y croient. Oui, non, il a reconnu qu'entre Ouattara et lui, il y a rupture politique. Cela ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas se voir. Mais aujourd'hui, bon, moi, c'est un non-événement pour moi que Soro soit candidat. Maintenant, c'est la question de savoir, mais pourquoi il a devancé les événements. La prochaine élection présidentielle, c'est en octobre 2020. Un an avant, il a annoncé sa candidature, alors qu'il n'a pas le soutien des grands partis. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ça a toujours été ces trois partis-là qui ont dicté leurs lois en politique. Nous entendons de voir ce qui va se passer avec ces partis-là. Nelly Dodino, vous avez suivi Guillaume Soro dans sa déclaration au cours de cet entretien avec le confrère de France 24 et de RFI. Est-ce que ça vous dit la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro l'a dirigé en 2020? Est-ce que ça me dit, bon, ce n'est pas moi les Ivoiriens, mais ce que je voudrais que vous appréciez, c'est le profil de l'homme, de celui qui prétend ou bien qui a l'ambition de diriger la Côte d'Ivoire. Et nos confrères de RFI et de France 24 ont eu le mérite de lui rappeler ces affaires qui lui collent à la peau, des affaires qui, ma foi, pour un homme qui prétend diriger un État, ne devrait pas avoir. Parce que aller à ce poste-là, moi je pense qu'il faut avoir un peu de noblesse, un peu de quelqu'un qui vraiment a moins de sang sur les mains, moins de casserole. Quoi qu'on dise, Guillaume Soro a les sang sur les mains. Parce que la rébellion, il était à la tête de la rébellion au niveau de la Côte d'Ivoire. Il était le responsable des Forces Nouvelles. Tout à fait. Et bien la rébellion rebaptisée. Bien avant ça, il était sur le campus, allait demander... responsable syndical. Ce qui se passait sur le campus ivoirien. Donc, le profil de celui qui va gérer la destinée des Ivoiriens, un homme qui a du sang sur la main depuis des années. On lui a rappelé autant de dossiers tout à l'heure, mais il semble dire, bon, moi, je suis irréprochable. Non. Non, cette rébellion qui a fait dandiner la Côte d'Ivoire, nous avons connu des crises, la Côte d'Ivoire a connu 2 grandes guerres, pas parce que Guillaume Soro n'en était pas au courant, il était acteur. Et le bénéfice de tout ça, c'est que Ouattara est venu aux affaires. Et très tôt, il a été son premier ministre, plus tard président à l'Assemblée nationale.
Mais le petit a grandi, le petit aussi a des ambitions, et tout s'est joué à l'Assemblée nationale. Vous l'avez annoncé dans l'introduction qu'il a démissionné, il n'a pas démissionné. On l'a contraint à la démission. Parce que, entre-temps, Ouattara a créé le grand mouvement des oufouettistes dans lequel il voulait rassembler Henri Konan-Bédié, Guillaume Soro, les grands, même une partie du FPI. Mais seulement que la mayonnaise n'a pas pris. Le grand rassemblement tel qu'annoncé n'a pas pris. Très tôt, Henri Konan-Bédié a quitté. Et puis après, Guillaume Soro qui n'est pas d'accord parce que lui, il a dit « j'ai grandi ». Oui. Pardon, il a grandi. Et son bon vieux père a fait déjà 2 mandats. L'âge même n'arrange plus Ouattara. Et il sent que le vieux père ne veut pas quitter, son mentor ne veut pas quitter. Alors que lui, on l'a rappelé, même s'il refuse d'avouer aujourd'hui, on lui promettait aussi de prendre le pouvoir également. C'est pour ça qu'il a géré les postes stratégiques. On l'a contraint à la démission, il est parti et il a quitté la Côte d'Ivoire. Et quand il voit les choses aujourd'hui, qui pourra encore, Ouattara, aussi à son âge, Henri Konan-Bédié, les jeunes lui ont dit, mais pas après 80 ans qu'on demande à être président, tout comme si tu ne l'as pas été une fois. Et les jeunes de la Côte d'Ivoire disent c'est l'espoir, c'est la jeunesse. Mais moi, je vois le profil de l'homme. On ne peut pas refuser à quelqu'un d'avoir des ambitions. Il a ses ambitions, mais c'est parce que Ouattara ne le dit pas ouvertement. J'ai suivi aussi Ouattara sur RFI, on lui demandait « Est-ce que vous serez candidat ?» Il dit « C'est pas encore le moment. » C'est le j'aviserai. Donc, lui, il le dit « Je veux être candidat. Je suis candidat. » Comme l'autre aussi, comment il s'appelle? Celui qui est aux Pays-Bas, dans une prison à ciel ouvert. Comment il s'appelle? Vous voulez parler de Laurent Gbagbo? Non, pas Laurent Gbagbo. Le président des jeunes patriotes. Le président des jeunes patriotes. Lui aussi, son mouvement... Charles Blé Goudé. Le mouvement aussi l'a porté pour être candidat. L'a investi en tant que candidat pour les élections à venir. Donc, vous voyez tout ce qui se passe. Est-ce que vous le voyez faire un retour en Côte d'Ivoire avec les dossiers qui l'attendent? Oui, lui, on a déjà réglé son problème la semaine dernière. Il y a déjà une décision de justice qui le condamne déjà pour des faits qui se sont passés en 2002 pour parler de crimes de guerre. En tout cas, le pouvoir leur trouve quand même des dossiers. Comme le président Laurent Gbagbo qui ne pourra pas rentrer parce que lui a 20 aussi, ans d'emprisonnement voilà, donc, pour le braquage à la banque. Blé Goudé aussi a ses affaires, donc ceux-là, c'est pas évident qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire parce que c'est des challengers de poids, de taille. Imaginez que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, alors là. Mais tout ce qui se passe, c'est que ça annonce une crise encore au niveau de la Côte d'Ivoire. Les plaies ne sont pas pensées. C'est pour ça que je dis, dès qu'il y a conflit, essayons, faisons tout le sacrifice. Il n'est pas question de faire la justice des vainqueurs qui continue. C'est toujours les autres qui ont commis les exactions. C'est toujours de la faute des autres. Et les vainqueurs, leur justice, eux, ils n'ont aucun problème. Mais la plaie est là. La plaie est très profonde. Il suffit que quelqu'un annonce sa candidature et ça cristallise l'atmosphère. Mais lui, il n'avait pas l'atmosphère est crispée, du moins. Lui, vous pensez qu'il était avec Ouattara? Oui, il était avec Ouattara, mais son ambition, c'est de prendre le pouvoir, puisqu'aujourd'hui, il se voit sur le terrain. À part moi, après Ouattara, il y a qui? Il n'y a que lui. Charles Blé Goudé n'est pas là. Laurent Gbagbo n'est pas là, mais il y a Pascal Affi-N'Guessan qui est là. Oui, qui est là, mais qui ne fait plus le poids depuis qu'il a divisé le FPI, qui s'est divisé en 2 branches, parce que lui aussi, il avait ses ambitions. Il voulait discuter en partenariat. Il y avait des accords avec Ouattara. Mais finalement, il a dit, les promesses n'engagent que ceux qui, en politique, c'est pas la peine. Donc, il s'est fragilisé lui-même avec les pro-Gbagbo, donc il ne tient plus sur la scène. Avant, on le prenait pour le successeur logique de Ouattara, de Gbagbo, mais il y a de Gbagbo. Oui, mais il y a que Gbagbo a une femme qui est Simone, qui est très active sur le plan politique, donc ça fragilise un peu. Du coup, quand vous voyez tout ça sur la scène politique, on se demande qui encore peut prendre le pouvoir. Soro, lui, est très jeune.
il se dit être jeune, c'est la jeunesse qui l'incarne, mais ça craint déjà. Ça fait craindre la crise. Ce serait entre eux la guerre va se faire. Aujourd'hui, il accuse tel le gouvernement de son pays pour l'avoir, faire ci, le pourchasser, faire ceci. Donc, la guerre ne serait plus entre les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara. Ce serait entre eux. Ce serait aujourd'hui une guerre entre Guillaume Soro et son mentor. C'est ça qui vient, on sent venir. Avec le ton qui, je dirais, un ton martial, quoi. Ça craint. Et j'espère qu'on ne va pas arriver là et que les élections en Côte d'Ivoire vont se passer dans de bonnes conditions et qu'on va trouver l'issue vraiment. Alphonse Moïse Soudé, Guillaume Soro, dans son entretien, a laissé entendre qu'on a failli l'arrêter en Espagne et il pointe du doigt le gouvernement ivoirien. En ce moment, il n'avait pas encore annoncé sa candidature et c'est ce qui certainement l'a poussé a dit, maintenant, je lève un coin de voile sur mon ambition politique, je serai candidat. Mais on lui a demandé s'il ne craint pas une prochaine arrestation dès qu'il sera dans son pays, qu'il balaie de revers de main. Non, en matière de communication politique, la victimisation, c'est une stratégie. C'est une stratégie pour les candidats. Je dirais non, il faut qu'on arrête avec ça. Mais ce dont je suis sûr, Ouattara connaît le degré de nuisance de Guillaume Soro. Ouattara n'est pas président sans Guillaume Soro. Ouattara n'est pas président sans Guillaume Soro. Donc il connaît le degré de nuisance de Guillaume Soro. Et c'est pour maîtriser Guillaume Soro qu'il a rapproché Guillaume Soro de lui. Il lui a donné de grandes responsabilités dans la République. Est-ce que Alphonse Moïse Soudé, c'est pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire qui a fait basculer Guillaume Soro dans cet état que vous lui reprochez aujourd'hui? Non, vous savez, je dis... Quand quelqu'un perd les élections et qui ne veut pas reconnaître avoir perdu ces élections, qui se déclare élu président de la République, ce qui a fait soulever toute la population de Côte d'Ivoire. L'histoire remonte bien avant. Ça, non, je suis absolument d'accord. Le problème de Guillaume Soro sait, et Ouattara aussi le sait, Ouattara n'a aucun intérêt à empêcher la candidature de Soro. S'il a des dossiers de justice, il ne pourra pas. Écoutez, qui a permis à Ouattara de faire deux mandats? Qui a permis à Ouattara de faire deux mandats? Le peuple ivoirien, c'est arrêtez ça. Il a fallu calmer le jeune rebelle. Il ne faut pas oublier qu'en ce temps-là, Guillaume Soro avait une cote de popularité très élevée en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'était pas donné à... Il était beaucoup plus actif à Bouaké. Et aujourd'hui, vous savez, il a déjà commencé par avertir. Nous avons une commission électorale indépendante monocolore. Et justement, parlant il dit, de avec cette CEI-là, nous allons brûler la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas lui qui brûlera la Côte d'Ivoire. Non, il accuse il est en train la configuration actuelle de cette CENI. C'est une guerre psychologique qu'il est en train de mener là. C'est-à-dire que vous avez la majorité, la CEI vous appartient, mais gare à vous si vous trichez. Donc il se voit déjà dans la peau du président de la République parce qu'il sait que Ouattara ne peut jamais agir contre lui. Et si Ouattara n'agit pas contre lui, peut-être en sous-main, il aura le soutien de Ouattara. Vous savez, personne ne sait quels sont les accords qu'il y a eu entre Ouattara et Soro pour que Ouattara puisse faire deux mandats sans rébellion. Guillaume Soro s'est casé. On a parlé de IB. Tout le monde connaissait la force de IB. Celui qui pouvait affronter Soro, c'était Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé est hors de la course. Il a posé la question, il reste qui? Henri Korabédé qui dit que si on lui donne la possibilité, il sera encore gagnant. Il était allé voir Laurent Gbagbo. Non, c'est fini ça. On a déjà balisé le terrain. Est-ce que Ouattara n'est pas en train de baliser le terrain pour Soro? Parce que les autres ont été écartés à partir de leurs ennuis judiciaires. Donc aujourd'hui, si nous devons avoir sur le terrain, on aura Simone Gbagbo en face de, en face de Soro. Et Soro aura peut-être le soutien de la jeunesse. Et en sous-main, Ouattara lui fournira les moyens. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ouattara a besoin d'assurer ses arrières. Ouattara a besoin d'assurer ses arrières. Et la seule personnalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire
qui pourrait assurer les arrières de Ouattara, c'est encore Guillaume Soro. Alors que le torchon brûle sur le plan politique entre les deux. Oui, le torchon brûle sur le plan politique, mais il n'a pas nié que Ouattara est son mentor, il n'a pas nié que Ouattara est son père. Donc, il n'y a que sur le terrain politique, il s'est désengagé. C'est comme chez nous ici, si un certain candidat s'était désengagé très tôt, peut-être de Boni Yayi, il serait élu. Mais dès que, si Ouattara n'a pas un bon bilan et que Soro allait dépendre de Ouattara, forcément, il va échouer parce qu'on dira que Soro va prolonger les actions de Ouattara. Donc, il a compris et stratégiquement, il s'est retiré. Et il a la bénédiction, peut-être qu'on ne le dira pas, mais il a la bénédiction de Ouattara. Ouattara, au contraire, gagnerait tout à faciliter l'arrivée de Soro en Côte d'Ivoire pour faire son meeting et être peut-être le prochain président de la Côte d'Ivoire. Nelly Dodino, mais la question se pose de savoir ce qui se passe au niveau des hommes politiques lorsqu'ils accèdent au pouvoir. Apparemment, tout est de bon côté, on ne veut plus quitter les choses. Et oui, c'est que je vous demande juste d'imaginer Alpha Condé en Guinée. Elle dit, voyez l'homme, voyez le parcours de l'homme. Il cherche un troisième mandat. Voyez le parcours d'Alpha Condé. Celui-là qui, pendant presque toute son existence, luttait pour la cause commune. C'est lui qui luttait contre ces présidents qui voulaient s'éterniser. C'était Alpha. Et finalement, le peuple guinéen dit, oui, nous t'avons suivi, ton combat est noble, nous te confions le pouvoir. Le voilà aujourd'hui en train de tuer. Bon, je ne dirais pas en train de tuer, mais nous nous retrouvons dans... Il y a trouble dans le pays. Des morts et des morts. Des gens qui sont emprisonnés pour leur opinion. Des gens qui sont emprisonnés parce qu'ils ont appelé à la résistance. Des gens... Voilà. Elle dit, je ne sais pas chez nous, quand je dis chez nous, c'est en Afrique, le pouvoir ondème parce que il n'y a personne qui les contrôle. Ils se donnent tous les privilèges du monde, les moyens. On se gaffe comme on veut. On détourne comme on veut. Le peuple est dans la misère. Parce que dans les autres pays, il y a un regard. Il y a des institutions de contre-pouvoir qui vous contrôlent. Macron ne peut pas rêver faire un troisième mandat. Bon était les mandats de Barack Obama. 4x2, ça s'en arrête là. Vous pensez que si c'était en Afrique, il y aurait même des gens qui allaient susciter sa candidature? Parce qu'il a été le mieux des présidents qu'on ait connus aux États-Unis d'Amérique. Mais pas le mieux, il y en a eu de brillants. Non, pour ceux qui vont susciter sa candidature, bien sûr, c'est d'eux que je parle. Tellement il était encore populaire au point où les démocrates, Hillary Clinton, avaient besoin de son image pour faire campagne. Il sait qu'il a un mandat renouvelable une seule fois et puis donc, il s'en va. Les autres sont tellement structurés. Macron, oui, s'il a la chance, si les Français sont d'accord, il fera son second mandat, il s'en ira. Il n'est pas question de toucher la loi fondamentale. Si, c'est chez nous, les Africains, que il n'y a pas d'institution de contre-pouvoir. La corruption prend le dessus. On peut manipuler les textes à sa guise. C'est comme en Côte d'Ivoire, on se réveille du jour au lendemain, le référendum est voté. Ce référendum qui les met dans une nouvelle république, ce qui crée déjà la tension. Parce que Ouattara a anticipé, il n'a pas attendu la fin de son mandat pour faire la révision constitutionnelle. Non, dès qu'il a pris en même temps le pouvoir, il a fait sa révision. Donc, qui lui permet... Et en ce moment, Guillaume Soro était encore avec lui. Oui, il a fait. Et puis, c'est maintenant les gens se rendent compte en réalité, son référendum, c'est pour se taper en troisième mandat. Et c'est partout sur le continent africain. Partout. Le vent de la démocratie qui souffle sur l'Afrique, les gens n'acceptent pas cela. Ils sont d'accord quand ils veulent aller aux élections, ils parlent de démocratie, mais dès qu'ils ont le pouvoir, ils veulent s'éterniser. Mais quand on a vécu toute cette situation en Côte d'Ivoire, on sait ce qui s'est passé. Des milliers de personnes sont passées de Via Trépas à cause des événements post-électoraux. Mais quand on est au pouvoir, dans la logique des choses, il faut éviter qu'on reparte dans ce genre de situation. Je vous dis, 1000 personnes peuvent crever. L'essentiel, c'est de garder le fauteuil. Allez, le cas du Burundi. Pierre Nkurunziza est là. Il s'est tapé en troisième mandat.
les Burundais se sont révoltés. Dans la logique des choses, lorsque vous touchez à la Constitution, vous tombez dans une nouvelle République et la possibilité vous est offerte. Non, c'est quand vous ouvrez les textes de la République, la loi fondamentale, vous manipulez ce que vous voulez. Vous y mettez ce que vous voulez. Puis en Kouziza, la communauté internationale, tout, il y a eu tellement de morts. Les gens ont été matés, tués. On a eu tellement de fausses communes. Il est là. Il est là, il a fait son 3e mandat. Il fera son 4e s'il veut. Tant que lui veut être au pouvoir, il peut tuer 1000 et 1000 personnes. C'est ça, les Africains. C'est pour ça que nous sommes en arrière. Parce que il y a le boulevard. Il n'y a aucun contrôle. En France, un ministre qui a tel montant au-delà, on le questionne, la justice prend ses dispositions. Vous avez suivi l'actualité. Il y a pas plus tard, il y a 2 semaines, on a condamné, je pense, le maire d'une ville qui a des villas au Maroc qui n'a pas déclaré pour faute fiscale. Donc, chez nous, tout le monde amasse. Quand tu viens, aisément. Tu amasses comme tu veux. Celui qui n'a jamais gagné 200 000 francs de salaire dans sa vie se retrouve avec des milliards. Et des villas partout. Et des villas partout. Il n'y a pas de contrôle. Le peuple meurt dans la misère, la faim, les enfants sont dans l'eau. Il n'y a pas de... En tout cas, le plateau technique au niveau de la santé, il n'y a rien. Mais ceux-là sortent tous les privilèges. Parce qu'il n'y a pas d'institution forte pour contrôler quoi que ce soit. Soit ils sont avec eux, soit ils sont nommés. Vous êtes nommé, vous devenez, vous faites allégeance à celui qui vous a nommé. C'est ça le drame de l'Afrique. Et tant que nous n'arrivons pas à atteindre ce niveau de comprendre que aller aux affaires politiques, c'est d'abord servir la nation. C'est d'abord servir la nation et ensuite on doit pouvoir servir la nation. Et dès que ce peuple qui vous a élu reconnaît vos capacités, reconnaît votre travail, peut vous renouveler son mandat. Si le peuple ne veut plus de vous, vous vous rangez et la vie continue. Ils vont nommer encore une autre personne qui viendra faire ses œuvres, mais s'éterniser au prix du sang, c'est ça l'Africain. Et c'est bien dommage. Oui, il y a quelques pays. Il y a le Botswana qui fait l'exception. Il y a le Ghana qui fait l'exception. Il y a quelques pays sur le continent africain. Mais la plupart, la majorité, dès qu'ils viennent aux affaires... Vous ne citez pas le Bénin? Épargnez-moi de cela. Parce que vous et moi, nous savons que depuis un bon moment, nous ne sommes plus cités en exemple. Donc, nous n'allons faire pas ce débat-là. Alphonse Moïse Soudé, lorsqu'on a vécu tous ces événements dans un pays comme la Côte d'Ivoire, la logique des choses veut qu'on mette tout le monde à contribution pour le développement de ce pays. Parce que lorsque vous accédez au pouvoir, c'est d'abord le développement du pays et non votre propre développement. Mais à travers les commissions électorales, il a notamment pointé du doigt la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Il dit que c'est cette institution aujourd'hui qui est mise en place par l'actuel président Alassane Dramane Ouattara qui va brûler la Côte d'Ivoire. Est-ce que cela ne fait pas craindre un nouveau rebondissement de ces événements, tristes événements au niveau de la Côte d'Ivoire? Vous savez, c'est le mal de l'Afrique. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Hein. Vous connaissez l'histoire de Wade, hein, Gorgui, vous connaissez l'histoire de Wade. Les Sénégalais ont soutenu Wade parce que Wade était un opposant farouche. Les Sénégalais ont décidé de confier leur destin à Wade. Nous avons vu en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, certains Ivoiriens n'étaient pas d'accord avec Gbagbo, ils se sont battus, on a réhabilité Ouattara. Le second mandat, c'est un chaos retentissant. C'est un chaos retentissant. Et dans les pays-là, on a l'habitude de surfer sur la cupidité de certaines personnes. Parce que ce n'est pas le président lui-même qui va faire ça. Il y a des maillons faibles. Parce que on vient, la plupart des pays africains, quand le chef de l'État vient, il reste là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'éterniser? On commence par là. On commence par là. Et l'institution qu'on touche, c'est moi les comités chargés, qu'on appelle les commissions chargées électorales. On cherche à maîtriser. On cherche à maîtriser, peu importe l'argent qu'on va y mettre. Et Guillaume Soro a compris, parce qu'il était avec eux.
Il a compris il que... était du système, il est du système. Il a maîtrise bien les choses. Il a participé à construire le système. Et à un moment donné, il a compris que ces gars-là ne veulent pas partir. Ils veulent d'un troisième mandat. Et lui, en tant que jeune de 47 ans, l'a rappelé, s'il ne se démarque pas du système, politiquement, il est mort. Mais lorsque vous n'êtes pas aux affaires, il vous est difficile d'avoir les choses en main. Mais quand vous avez participé à l'installation d'un système, vous connaissez le maillon faible. Et je dis, Guillaume Soro, dans l'interview, il a parlé avec assurance. On a l'impression qu'il compte sur quelque chose. Et ses bases sont déjà assises en Côte d'Ivoire. Mais oui, donc... Il a parlé de son mouvement, qui déjà va être mis en place. Génération et Peuple Solidaire, GPS. Donc il se compare déjà à Macron. C'est-à-dire que les déçus de la politique ivoirienne, et généralement, regardez autour de nous, dans tous les pays africains, les présidents récemment élus ont été élus par les peuples parce que les peuples ont été déçus par les hommes politiques. Regardez autour de nous. Le cas de la Tunisie récemment. Et quand le peuple est déçu par les hommes politiques, par un système, envoyez-lui l'homme, Tantampion. Il va voter pour Tantampion parce qu'il se dit Tantampion est mieux placé pour faire notre bonheur. Mais Tantampion arrive au pouvoir, découvre les délices du pouvoir. Il ne veut plus quitter. Installe son système. Vous avez vu c'est pourquoi j'aime les pays occidentaux. Vous avez pris 5 francs. Chirac a été rattrapé par les affaires. Vous avez même engagé un parent qui ne devrait pas occuper un poste. La justice vous rattrape. Vous n'avez pas la possibilité de truquer les tests. Vous n'avez pas la possibilité de s'arborder les... Vous êtes surveillé comme du lait sur le feu. Et les hommes transparence. Les hommes politiques africains essaient de manipuler les intellectuels. Ils jouent sur les populations. Non, vous savez, les populations, ils ont des leaders. Et quand on maîtrise les leaders, je vous ai dit ici, en Afrique, chacun est leader dans son coin. Et quand l'homme politique dit « je veux de toi », dis ton prix. Guillaume Soro ayant compris, parce qu'il ne veut pas sacrifier son avenir politique, il s'est déjà sacrifié. Il a permis à quelqu'un de venir au pouvoir. Maintenant, il faut lui rendre l'appareil. Mais il constate qu'on ne veut pas lui laisser la main pour qu'il soit candidat. Donc, il s'est dépêché de se présenter. Malheureusement, pour les pays africains, quand on est là, on dit « après moi, c'est le dirige ». Ouattara, c'est vrai qu'au cours du premier mandat, il a changé le visage de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous écoutez certains Ivoiriens, bon, nous sommes hors de la Côte d'Ivoire, mais quand vous écoutez certains Ivoiriens, vous diront non, qu'est-ce qu'il a fait? Non, en fait, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est... Ouattara, c'est un peu produit du système Bretton Woods. Donc, il sait comment faire pour avoir les chiffres. C'est ça qu'on appelle la croissance, hein, ce qu'on nous dit croissance économique. Là. Vous pouvez avoir un taux de croissance de 2 chiffres. Mais la réalité de votre population, c'est que la population vit dans la misère, vit dans la faim. Parce que la politique que vous menez ne permet pas à la base de vivre. C'est celui qui produit son cacao qui n'arrive pas à vivre. C'est celui qui produit son manioc qui n'arrive pas à transformer son antiaké ou transforme son antiaké qui n'arrive pas à trouver acheter. C'est comme au Bénin, on nous dit nous avons un tel taux de croissance, 7% ou je ne sais quoi. Mais sur le terrain, ça grince. Ça grince. Donc, il y a ça grogne. Ça grogne. Mais Soro l'a dit. Il dit on a parlé de pont. Allez de l'autre côté du pont, vous allez voir. On a parlé de croissance économique de 9,9%. Allez de l'autre côté, allez dans les cités, vous allez voir encore des gens qui n'arrivent pas à s'offrir un repas. Il y a la réalité des chiffres. Et la réalité du terrain. Et lorsqu'on englobe tout ça dans la démocratie, qu'est-ce qu'elle est devenue en Afrique? L'autre a dit que... la démocratie en Afrique, nous sommes en train d'y aller. Les autres, les États-Unis, c'est plus de 250 ans. Donc c'est un processus, on va tomber, rechuter, se relever. Eux aussi, ils ont pris par là. Hein. Ils ont pris par là. Mais malheureusement, en Afrique, ce n'est plus la démocratie. On est en train d'instaurer une plutocratie. C'est ceux qui ont l'argent qui gouvernent les pays. Merci Alphonse Moïse Soudé. Merci Nelly Dodino. Merci à vous également, Edgar Nyakadia. Retrouvez-moi demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien.